va fêter, enfin fêter entre guillemets, la bataille de Waterloo le 18 juin 1815, avec une grande reconstitution en Belgique. Alors, droit de l'histoire, mais on pourrait dire, et c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce thème pour Jacques Bouvresse, droit d'actualité, parce que c'est quand même l'Europe en partie qui se ligue contre la France, en tout cas la France, l'Angleterre et la Prusse qui se liguent contre la France pour battre finalement à Waterloo l'empereur. Alors, droit des 100 jours, est-ce que c'est un droit de crise? Ces 100 jours qui durent en réalité 110 jours, qui commencent le 1er mars 1814 avec le débarquement de l'empereur en Provence, et qui se termine par la défaite de Waterloo le 18 juin 1815. Défaite de Waterloo pour laquelle Victor Hugo a dit que finalement le vrai vainqueur, ça n'était ni les Anglais, ni les Prussiens, ni évidemment Napoléon, c'était le général Cambronne, et c'était son mot. Une défaite, 100 jours qui oppose deux hommes, d'un côté Napoléon qui quitte l'île d'Elbe, Napoléon qui se rend compte que d'abord le traité de Fontainebleau risque de ne pas être respecté, qu'il y a déjà un projet de l'envoyer à Sainte-Hélène, que sa pension commence à ne pas lui être versée, et que, dernière déconvenue, sa femme, Marie-Louise, a un amant, Adam Albert de Nieperg, qui va lui faire finalement 4 enfants, 2 avant le divorce avec Napoléon et 2 après. Et puis, de l'autre côté, Louis XVIII. Louis XVIII, dont la situation n'est pas facile et dont probablement, pour comprendre le seul moyen est d'essayer de comprendre la psychologie pour son comportement. Lui, il n'a pas d'enfant. Donc, évidemment, de nombreuses tentatives pour essayer de lui prendre son pouvoir, des gens qui le guettent. Ceux qui s'en moquent rappellent indéfiniment ses propos au maréchal de Macdonald lors de sa fuite. Certains parleront de son déménagement à Gand entre le 20 et le 24 mars, pendant la semaine sainte en Belgique. Sa fameuse citation où il déclare « Ce sont mes pantoufles que je regrette davantage », avouera-t-il au maréchal de Macdonald après avoir quitté Paris. « Vous saurez un jour, mon cher maréchal, ce que c'est que la perte de pantoufles qui ont pris la forme des pieds. » Donc on peut toujours se moquer de cet homme, on peut toujours défendre la thèse selon laquelle il est l'expression du parti de l'étranger, qu'il est ramené dans les valises de l'Angleterre, dans les carrosses de l'Angleterre. En réalité, il a également sa légitimité, il a ses raisons pour avoir son trône en France. Et le problème, donc, dans l'opposition entre ces deux hommes et dans l'espace, dans le temps que durent ces 100 jours, en réalité ces 110 jours, est de savoir si le droit qui s'applique en France est un droit de crise ou non. Et en fait, je pense qu'on peut défendre les deux thèses. On peut d'abord considérer qu'on n'a absolument pas affaire à un droit de crise, et au contraire, on a le droit par excellence de l'anticrise. Ce droit par excellence de l'anticrise, c'est la Benjamine, l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. La Benjamine, dont Thiers dira qu'elle est la constitution la plus libérale que la France n'ait jamais eue. Elle fait de l'empereur, finalement, un monarque parlementaire, quasiment, largement prisonnier des chambres. Chambres, il en est d'autant plus le prisonnier qu'elles ont été en partie organisées par Fouché, qui dispose d'un équilibre savant pour être certain que l'empereur n'ait pas trop de pouvoir. Une constitution très libérale qui conduit finalement à faire jouer un rôle à l'empereur pour lequel il n'est pas bon, un rôle à l'empereur finalement d'un monarque libéral, et un rôle à l'empereur que le peuple français n'est pas habitué à le voir jouer. Il s'habille en civil, contrairement à Louis XVIII qui n'a jamais combattu, qui s'habille avec des épaulettes, avec des décorations, tout ça qui lui fait jouer une comédie, cette constitution, une comédie qui colle mal avec le personnage. Mais si par conséquent on se colle à la lettre de cette constitution, à cet acte additionnel aux constitutions de l'Empire, on a un droit qui est tout sauf un droit de crise. En revanche, dans ce droit des 100 jours,
on retrouve, me semble-t-il, des éléments du droit de crise. On en retrouve trois qu'on pourrait éventuellement retrouver dans d'autres crises. C'est d'abord le rapport de ce droit au temps. C'est ensuite le rapport de ce droit au pouvoir et enfin le rapport de ce droit à la question de la légitimité qui ressort et qui est ressorti au moment de chaque grande crise en France. Alors d'abord, le rapport de ce droit des 100 jours au temps. Le problème du temps, pourquoi est-ce que, me semble-t-il, il est le reflet d'un droit de crise? C'est que chacun essaie, que ce soit Napoléon ou que ce soit Louis XVIII, de s'arc-bouter à un temps imaginaire, un temps idéal, largement fabriqué, qui serait supposé légitimer le pouvoir de celui qui est en place, soit en France, soit à Gand. Et je cite un petit passage d'un dialogue entre Napoléon et Benjamin Constant qui lui propose un premier projet d'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Voilà ce que rapporte Napoléon dans ses... dont Lascaz rend compte une fois que Napoléon a été déporté à Sainte-Hélène. J'avais dégagé ce que je lui proposais, note l'écrivain, Benjamin Constant, de tout vestige de ces constitutions impériales. Et ce Senatus Consulte organique qui avait fait percer sur la France pendant 12 années un intolérable despotisme. Et j'avais évité toute mention de l'Empire comme antécédent du gouvernement qui allait s'établir. Et voilà ce que répond Napoléon. Ce n'est pas là ce que j'entends, s'indigna Napoléon. Vous m'ôtez mon passé, je veux le conserver. Que faites-vous donc de mes 11 ans de règne? J'y ai quelques droits, je pense. L'Europe le sait. Il faut que la nouvelle constitution se rattache à l'ancienne. Elle aura la sanction de plusieurs années de gloire et de succès. On a par conséquent cette volonté, et finalement, sur ce point-là, c'est Napoléon qui aura gain de cause, puisque ce rappel de toutes ces pages glorieuses de l'Empire sera rappelé en préambule de l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Cette volonté de s'enraciner dans un passé qui légitimerait, en période de crise, à un moment où le pouvoir est contesté, qui légitimerait ce pouvoir, même éventuellement d'une manière artificielle. Et ce temps, cette volonté, encore une fois, de légitimer le pouvoir par le temps, par l'histoire, on le retrouve d'une manière sensiblement similaire dans la charte constitutionnelle du 4 juin 1814, sur laquelle s'appuie Louis XVIII. Le début de la charte constitutionnelle que je cite, la divine providence, en nous rappelant dans nos États, après une longue absence, mais qui ne se justifie pas. C'est une absence, ça n'est pas une interruption du pouvoir. Là encore, on a cette volonté d'essayer de faire comme si le temps ne s'était pas écoulé, de jouer avec le temps, de le faire disparaître ou de le faire réapparaître. Je continue. Le préambule de la charte constitutionnelle du 4 juin 1814. Nous avons considéré que, bien que l'autorité tout entière résidât en France dans la personne du roi, ses prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice suivant la différence des temps. Donc les prédécesseurs de Louis XVIII, qui jouent avec le droit, qui jouent avec la Constitution, mais ces prédécesseurs sur lesquels s'enracine Louis XVIII. Et Louis XVIII, dans cette charte constitutionnelle du 4 juin 1814, de citer ensuite que c'est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louis le Gros, la confirmation et l'extension de leurs droits à Saint-Louis et à Philippe le Bel. Et puis un peu plus loin, nous avons dû, à l'exemple de nos rois prédécesseurs, apprécier les effets des progrès toujours croissants des Lumières. Là encore, sans doute d'une manière un peu artificielle, mais pour essayer de consolider ce pouvoir qui ne va pas de soi, jouer avec le temps, s'appuyer sur le temps. Et des deux côtés, me semble-t-il, on a quelque chose qui est symptomatique d'un droit de crise, de gens qui voient leur pouvoir vaciller et qui se rapprochent à cet élément temporel. Je crois, même si
il y a un anachronisme et qu'on peut rapprocher ces fondements temporels, ces fondements sur lesquels ces constitutions s'appuient sur le temps, de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de l'égalité républicaine sur le territoire national, où là encore on va jouer, le général de Gaulle joue avec le temps, on efface ce qui a eu lieu sous le gouvernement du maréchal Pétain, sous l'État français entre 1941 et 1944, on l'efface, il n'en demeure pas moins que, on peut bien le dire, on peut bien le proclamer dans cette ordonnance, c'est toujours là, quoi qu'on en dise, on va annuler un certain nombre d'actes, les actes les plus scandaleux, notamment le statut des Juifs, mais de très nombreux actes, évidemment, vont rester et vont continuer à produire leurs effets juridiques encore aujourd'hui. Deuxième point, je termine très rapidement, deuxième point sur ce droit de crise qui était l'idée selon laquelle on a également des éléments de crise, c'est les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs avec l'article 14 de la charte du 4 juin 1814, au terme duquel le roi est chef suprême de l'État, mais surtout que le roi fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État. Et pourquoi cet article est intéressant? C'est parce que au moment quelques jours après le débarquement de l'empereur, le problème se pose pour Louis XVIII, et certains lui conseillent de mettre en œuvre cet article 14. Cet article 14, il était conçu comme l'article donnant au roi, en quelque sorte, les pleins pouvoirs. Le roi qui se passe du Parlement pour mettre en œuvre l'exécution des lois et la sûreté de l'État seul. Et ce qui est amusant, c'est que cet article 14, qui fonde les pleins pouvoirs que finalement Louis XVIII ne mettra pas en œuvre, dans le premier projet de constitution de 1958, l'article 16, c'était l'article 14. Et pour pas qu'il y ait de similitude, on a changé les deux articles. On a fait devenir l'article 14, on l'a transformé en article 16, pour pas qu'il y ait en quelque sorte que cet article constitue une commémoration de la charte de 1814, qui évidemment aurait été un peu gênant pour un texte qui se veut on ne peut plus républicain, comme l'est la Constitution de 1958. Alors, dernier point qui me paraît étayer un droit de crise, c'est évidemment toute la question de la légitimité. Légitimité qui se pose en 1815, légitimité qui va se poser de nouveau entre 1940 et 1945, qui va se poser encore une fois en 1961, en 1962, avec l'indépendance de l'Algérie. Où est le droit légitime? Quel est le droit légitime? Et d'une manière très simple, cette crise du droit, crise de la légitimité, on la voit avec la multiplication des sources de droit et des lieux de publication du droit, tout simplement des journaux officiels. On a deux journaux officiels pendant les 100 jours. On a le journal officiel de l'Empire, et puis on a le journal universel. Le journal universel qui est imprimé à Gand et qui, pour Louis XVIII, il fait 4 pages, il est imprimé une fois par semaine, qui pour Louis XVIII est un moyen de continuer à essayer de continuer à manifester son pouvoir juridique, de montrer qu'il est encore là et que la légalité est désormais à Gand. Crise de la légitimité pour tous ces fonctionnaires qui vont devoir savoir quel est le lieu, quel est le droit que l'on doit servir, avec peut-être une évolution importante pour la première fois sous les 100 jours, c'est que pour certains la légitimité, plus que la légitimité à un homme, va être, et à un droit, va être la légitimité à un territoire. Pour beaucoup de royalistes, la légitimité va être davantage ce qui sera légitime sur le plan juridique. Tout au moins, c'est comme ça qu'ils vont se défendre au moment de la seconde restauration, du retour de Louis XVIII après Waterloo. C'est de dire, c'était davantage que on a bien agi. Pourquoi?
parce que le droit, parce que la légitimité, c'était d'abord de rester sur le territoire national, ce qui ne signifiait pas une adhésion au retour de l'empereur, mais c'était la France, c'était le drapeau tricolore, et la légitimité, le droit, ça n'était pas nécessairement celui de Gand, même pour des royalistes. Et évidemment, cette question-là, on la retrouve pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que la légitimité, est-ce que le vrai droit, c'était d'aller à Londres? Est-ce que ce n'était pas la facilité? Est-ce que la difficulté n'était pas de rester sur le territoire national? Là aussi, on peut considérer qu'on a deux formes de légitimité qui apparaissent, avec deux droits, et un débat, me semble-t-il, qui est la manifestation de ce qu'on pourrait appeler un droit de crise.